Degré Nord, Catherine Magis, Giacomo Constantini, Baru, Céline Delbecq et Charlotte Villalonga. Un jour, je me ferai pas. Bonsoir à tous, bienvenue au Festival Up. Bonsoir Soraya, bonsoir Eric. Bruno. Nous sommes ici au Festival Up. Nous allons recevoir toute cette semaine ceux qui participent à cette biennale internationale du cirque qui se déroule jusqu'au 30 mars dans de nombreux lieux de culture à Bruxelles, des théâtres, des centres culturels et puis sous chapiteau. C'est la première fois qu'on est sous chapiteau en 8 ans d'émission. Un chapiteau qui s'appelle El Grito. C'est le chapiteau d'une compagnie dont on va parler dans cette émission. Pour commencer la semaine, nous allons recevoir la cheville ouvrière de ce festival. C'est Catherine Magis. On la connaît bien, Catherine Magis, responsable et créatrice de l'espace Catastrophe, espace de création, mais aussi de promotion, de diffusion et de formation des arts circassiens. Et puis vous allez voir pendant toute cette émission, des artistes s'échauffer et puis se produire ici derrière nous parce que c'est un petit peu leur lieu, leur travail aussi. Valentin et Julien qui feront de la portée acrobatique, Fabiana de la compagnie El Grito et puis Louis Sartori qui est également parmi nous dans ce chapiteau. Bonsoir Catherine Magis. Bonsoir tout le monde. Alors voilà donc que ce festival a commencé il y a quelques jours. Vous nous accueillez en tout cas dans ce festival jusqu'à vendredi. Avant de voir quelques images du teaser du festival édition 2014, pourquoi ce changement de nom? Parce que cette biennale internationale du cirque s'appelle depuis cette édition Festival Up. Eh bien tout simplement parce que avant il s'appelait Piste de lancement et que les médias, le public associaient ça à des jeunes artistes, alors que ça n'a jamais été le cas. Le Piste de lancement a toujours voulu mettre en avant et présenter au public des nouvelles créations circassiennes. Donc on s'est dit, ok, si ça porte à confusion, on va changer. Et puis aussi parce que finalement le festival maintenant il s'étale dans tout Bruxelles et ça c'était une volonté de se dire il est impossible qu'entre le 19 et le 30 mars il n'y ait pas de public bruxellois il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se dire je n'ai pas eu l'occasion de voir du cirque. Donc on en a au Hall de Scarbeck, à la Vénerie, au Théâtre Marnet, au Varia, au Delvaux, dans l'espace public aussi puisque le festival, les circassiens d'aujourd'hui ils s'expriment et ils prennent les plateaux en salle, ils travaillent sous chapiteau, comme ici le chapiteau El Grito, mais aussi dans les espaces publics. Et puis aussi, genre quoi, espace public? La place Flagey par exemple. Il va se passer quoi? Alors il y a le Cirque démocratique de la Belgique qui va jouer place Flagey. On va en parler, oui. Wow. Et puis alors aussi place Van Nuffel, qui est la place de notre future commune d'adoption, juste devant la maison communale. On s'est dit que c'était pas mal de mettre le Cirque démocratique de la Belgique là aussi, et dans ce parc Victoria où il y a plein de choses. Nous sommes ici au parc Victoria, donc rejoignez-nous si ça vous plaît d'un moment donné passer une belle soirée sous chapiteau. C'est un très beau chapiteau. On va parler de ce lieu dans quelques instants avec notre deuxième invité. Mais voici d'abord le teaser général de cette édition 2014 du Festival de cirque. Voilà, c'est la 13e édition de cette biennale internationale de cirque. Ils viennent de partout, ils viennent de Belgique bien sûr, et des deux côtés de la frontière linguistique. Ils viennent de France, d'Italie, de Palestine, ils viennent des quatre coins du globe parce qu'il y a aussi des artistes uruguayens qui se sont rencontrés ici avec des artistes italiens. Ouais. Enfin bref, c'est la grande famille mondiale du cirque. On l'a vu dans ces images, il y a de la tradition. C'est vrai qu'il y a la jonglerie, il y a manipulation d'objets, il y a de la magie aussi dans la mise en scène de ces spectacles. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est du cirque moderne, c'est du cirque contemporain?
C'est du cirque contemporain parce que de un, les artistes qui se présentent ont des choses à dire, utilisent différents modes d'expression. Les circassiens aujourd'hui, ils sont autant danseurs que comédiens, ils ont leurs techniques spécifiques, mais ils touchent aux arts numériques, ils touchent à la musique. Donc finalement, l'envie, c'est quoi? C'est d'exprimer des choses, de parler de soi, du monde, de l'environnement et d'utiliser le maximum de techniques pour pouvoir avoir une expression la plus large. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans le cirque, dans la tradition du cirque, c'est vrai que c'était des numéros assez courts. Oui. Quand on était petit, qu'on allait au cirque, Bruno, c'était des numéros qui faisaient 10 minutes, pas plus. Aujourd'hui, quand il y a un spectacle, c'est un spectacle de 50 minutes, de 60 minutes. C'est parfois des formes assez longues. Ça raconte quoi aujourd'hui, le cirque aujourd'hui? Ça raconte la société d'aujourd'hui, les problèmes d'aujourd'hui? Moi, je pense que les circassiens sont des gens... C'est d'abord une philosophie, une manière de vivre et une manière de rencontrer l'autre. Et les circassiens d'aujourd'hui, ils ont envie de quoi? Ils voyagent beaucoup, ils ont envie de se dire, voilà, la société dans laquelle on vit, peut-être moi, ça ne me va pas nécessairement, ou je pourrais changer les choses comme ça, comme ça. On n'est pas vraiment dans une narration toujours au niveau du cirque, mais... Par le corps, par les situations qui sont proposées, c'est le reflet de leur vie et généralement de leur parcours. On prend par exemple Rémi dans la compagnie In Extremis. Il a eu un accident, c'est un ancien acrobate, il est en chaise roulante. Ça ne l'empêche pas de faire du cirque. Et donc, il a trouvé quoi? Voilà, je ne peux plus être avec mes jambes. Voilà, je vais prendre un tractopelle et je vais quand même pouvoir faire un trio acrobatique avec mes 2 partenaires. On a aussi le détournement des agrès. Parce que, comme je disais, les circassiens, on est très jouettes. Donc, c'est vrai qu'avant, on jonglait avec des balles et des quilles. Maintenant, on peut jongler un petit peu avec toutes sortes de choses. Avec des objets du quotidien, où il y en a qui se prennent aussi des tripes. Quand on pense à Alexis Rouve, par exemple, il est jongleur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il présente un spectacle autour d'un univers de cordes. Et il va faire toutes sortes de manipulations avec les cordes. Ouais. On ne va même pas voir qu'il jongle, mais c'est parce qu'il a cette dextérité et cette technique qu'il a pu transposer sa technique dans des agrès. La rousse paroquette, par exemple, ils vont délirer autour d'un tas de terre. Alors, il n'y a plus besoin de tapis de chute, il y a un tas de terre. Mais la terre, elle est exploitée aussi comme agrès, comme partenaire. Ça devient des partenaires de jeu. Ça fait partie de l'élément scénographique. Et tu disais, les numéros, c'est le cirque traditionnel. Nous, par exemple, dans le cadre du festival, on va encore défendre ça. Parce que le cirque contemporain, ce n'est pas seulement le format qui change. Une écriture de numéros, c'est une écriture spécifique. Mais c'est propre aussi aux circassiens, comme les spectacles petite forme. Et pourquoi il y a ce type de proposition encore maintenant? C'est de nouveau lié pour moi à l'envie de partager des choses sur le plateau. Quand tu as un numéro, tu te balades et tu peux aller dans des cabarets, tu peux aller sur des festivals et tu te retrouves dans des soirées composées où finalement tu auras l'occasion avec ton numéro, tu fais ta proposition mais tu t'intègres dans quelque chose. C'est comme ça par exemple, les tours de piste Made in Belgium qu'on va présenter au Théâtre Varia, contrairement au moment où on faisait des tours de piste très internationaux, comme la programmation du festival est très internationale, là on a dit on va faire un tour de piste Made in Belgium. Mais en même temps, Catherine, le mot contemporain, c'est un mot qui peut parfois faire peur. On a pu en discuter avec des artistes de danse contemporaine, on en parle régulièrement s'agissant d'art contemporain. Est-ce que c'est encore un mot qui fait peur s'agissant du cirque? Et là, je parle plutôt du grand public. Alors, moi je pense que de nouveau, contemporain, pour moi en tout cas, ça veut dire vivre avec son temps. Nous, à Catastrophe, on a toujours défendu des spectacles de proximité, des spectacles visuels, et les artistes qui sont, entre guillemets, programmés dans le festival ne sont pas des branleurs de cerveau, par exemple. Je veux dire, on n'est pas dans... Cirque contemporain ne veut pas dire élitiste. L'essence même du cirque, c'est accessible à un public large parce qu'il n'y a pas de problème de langue, généralement. Ce sont les corps qui parlent. Il y a toujours plusieurs degrés de lecture aussi dans des spectacles. Je vous écoute, en même temps, je regarde parce que il se passe quand même, voilà. Bon, t'es impressionné, mais là, ils sont juste à 2 en train de s'échauffer. Ils sont en train de s'échauffer, mais c'est déjà pas mal. Ils peuvent monter à 3, à 3 ou 4, quoi. Oui, ça dépend des compagnies. Mais justement, je posais une question. J'ai l'impression que le métier est de plus en plus exigeant. Il faut être
être souple, avoir une maîtrise de la technique, mais en plus, après, il faut réinventer des choses qui ont déjà... On a l'impression qu'il y a tout un passé, je veux dire, des gens qui sont là, on a déjà vu ça beaucoup de fois, et pourtant, quand on voit ce qu'ils font, où ils doivent réinventer un nouveau scénario, ils doivent aller plus loin encore. La logique n'est plus à l'exhibition. Oui. Le cirque, c'est aussi la prise de risque. Mais la prise de risque, elle peut être émotionnelle, elle peut être dans la rencontre, elle peut être dans une mise à nu, dans une proposition ici, maintenant. Mais elle doit être physique aussi. Elle est aussi physique, oui. Oui. Il y a des circassiens qui annulent tout et qui restent 1 heure sur le plateau. Moi, j'appelle pas ça du cirque, mais bon, voilà, ça c'est chacun son truc. Mais C'est quoi les limites d'ailleurs? il n'y a pas de limite. Voilà. Il n'y a pas de limite dans le cirque. Par exemple, on prend la meute. Alors, eux sont des acrobates incroyables. C'est toujours une histoire de rencontre. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Ils ont envie de dire, ce sont des gens qui se sont rencontrés quand ils étaient petits, qui ont tourné autour du CNAC et de Rogny, l'école de cirque. Donc, ils ont eu cette ouverture au cirque très jeune. Ils se sont pris d'amitié l'un pour l'autre et ils ont dit, bon, voilà, c'est possible d'en faire son métier, c'est possible d'en vivre, ok, on embarque dans l'aventure. Et ils ont créé, c'est un groupe, c'est un collectif de 6. Et ils se questionnent et ils mettent sur le plateau cette collectivité. Dans cette société où les gens sont très individualistes, comme acrobate, bah, tu n'es rien sans l'autre. Hein, parce que s'il ne te rattrape pas, tu tombes par terre. C'est le principe S'il de la ne te lance solidarité. pas, Quoi. Voilà, c'est vraiment une solidarité. Et leur prise de risque, elle est physique dans les acrobaties. Mais, par exemple, et ça je trouve que c'est un chouette petit clin d'œil, ils sont avec des serviettes de bain qui sont juste nouées. Voilà, mais dans leurs acrobaties, s'ils font mal leur truc, ou qu'il y en a un qui l'attrape mal, eh ben, ils se retrouvent tout nus. Voilà. Et ça, je trouve que c'est aussi une des images. Parce que nous, circassiens, on se donne à vous et regardez... Voilà, on se met à nu. Totalement. Voilà. C'est la 13e édition de cette biennale de cirque internationale de cirque Festival Hub. C'est au Hall de Scarbeck, à la Vénerie, à l'Espace Delvaux, à la Maison des Cultures de Molenbeek, au Théâtre Marny, au Théâtre Varia, ici, au Parc Victoria de Kuckelberg, où nous sommes jusqu'à vendredi, sous le chapiteau El Grito, et puis dans bien d'autres lieux. Voilà. Vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus. Soraya va nous parler d'une exposition qui se tient jusqu'au 27 avril au Musée des Arts de la Marionnette. Et c'est autour de l'œuvre et de la vie d'un grand auteur belge. Alors l'expo, elle est au rez-de-chaussée, elle est assez intéressante. Maintenant, je ne vais pas vous mentir aussi, j'avais déjà vu cette exposition, puisqu'en fait, elle est extraite d'une exposition qui avait été présentée ici au musée du manuscrit des lettres, je pense à Bruxelles. Et ils en ont retiré tout ce qui est de près ou de loin lié en fait à Maurice Maeterlinck. Elle est découpée en 3 tranches, cette exposition, assez intéressante. On va dire, la première tranche est toute personnelle, où on a plutôt accès à l'homme. Et là, on retrouve des extraits d'un livre de Georgette Leblanc, avec qui il a vécu pendant plus de 20 ans. Et on découvre qui était Maurice Maeterlinck, face, disons, plus personnelle, affective et privée. Deuxième Pas tronçon... facile de se concentrer, là. C'est vraiment comme ça, des acrobaties de partout. Deuxième tronçon de l'exposition qui est très intéressant aussi. Là, on retombe sur les arts de la scène, puisque Maurice Maeterlinck, prix Nobel de la littérature, je ne l'avais même pas précisé, est aussi un homme de théâtre et d'opéra. On a vu certaines de ses pièces adaptées pour l'opéra. Et donc là, on voit en fait pas mal d'extraits de pièces, mais aussi des costumes. Alors, on a un reportage. Flavie Gauthier va nous ramener donc un reportage avec une interview de Marc Wachber qui nous parle donc de cette exposition. On regarde tout de suite le reportage. L'œuvre de Maeterlinck est toujours au fond ambiguë. Il y a toujours un pas qui va très loin dans la modernité et en même temps c'est un grand bourgeois très riche qui mène une vie qui n'a pas tout à fait l'air de ressembler à sa théorie. C'est une exposition sur l'homme, tout en sachant qu'en espérant qu'à travers cette remémoration, on va interroger ce qui, dans son théâtre, est aujourd'hui plus que jamais moderne. Au tournant des années 1880-90, fin du 19e siècle, il écrit une sorte de théorie du théâtre dans laquelle il dit que le modèle du jeu devrait s'inspirer de la marionnette, c'est-à-dire de ne pas être que la scène ne soit pas envahie par le corps de l'acteur et par sa présence. C'est de faire de notre corps quelque chose qui soit proche de la transparence. Les marionnettes que nous voyons ici, que nous avons voulu en partie conserver, ont dû lui donner l'idée, puisque ce sont des objets de bois qui bougent et qu'on fait bouger, mais en même temps, il y a dans leur faciès, dans leur côté un peu grotesque, parfois
une présence qui est trop excessive par rapport à ce qu'il voudrait que l'acteur marionnette devienne. Donc, ce qui nous paraissait intéressant, c'est de montrer le contraste entre la modernité possible de sa théorie et ce qu'était pour lui concrètement à l'époque des marionnettes. Il n'y avait pas les marionnettes auxquelles il a songé. Voilà un reportage qui a fait le lien finalement entre la thématique Maurice Maeterlinck et puis le musée de la marionnette. On se dit mais comment ? Bah oui, c'est clair. Si, il y a un lien évident. C'est évidemment Très clair. Auteur flamand, mais qui écrivait en français. Oui, qui était très attaché d'ailleurs à cette langue. Et juste quand même peut-être revenir sur le troisième tronçon de l'exposition que moi j'ai trouvé très intéressant et que pour le coup je n'avais pas vu la première fois lorsque l'exposition avait été proposée à Bruxelles, c'est la Première Guerre mondiale. Maeterlinck est un germanophile très intéressé par la littérature et par la culture allemande et on découvre dans ce troisième tronçon de l'exposition à quel point cette guerre mondiale va plus que le choquer. Enfin, on sait à quel point ça va être terrible, l'invasion. Il va être littéralement traumatisé et perturbé dans cet amour profond qu'il a pour la culture germanophone, pour la culture allemande. Et ça aussi, c'est peut-être un aspect de l'homme qu'on connaissait peut-être un peu moins. C'est à voir jusqu'au 27 avril, une œuvre, une vie. Donc Maurice Maeterlinck au musée des Arts de la Marionnette. Ça se trouve à Tournai. Et vous allez bien sûr sur notre site pour en savoir plus. Merci beaucoup Catherine Magis d'avoir été des nôtres. Bon festival jusqu'à dimanche, puisque ce festival continue jusqu'au 30 mars. Et puis merci de nous accueillir ici pour en parler. Nous allons justement accueillir tout de suite quelqu'un qui fait partie d'une compagnie. Alors les compagnies sont très nombreuses à participer à ce festival. Et parmi elles, la compagnie El Grito. C'est une compagnie qui est née en 2007 de la rencontre entre une Uruguayenne et un Italien, Fabiana, qui est là juste derrière nous, et Giacomo, résident à l'espace Catastrophe. Ils ont créé plusieurs spectacles dont Scratch et Stretch 20 décibels et aujourd'hui Drums and Circus créé pour le festival Up, un spectacle qui marque le grand retour sur scène d'un musicien qu'on avait un petit peu perdu de vue et qu'on est bien content de retrouver sur une scène. C'est Jean-Sébastien Bach, Giacomo Constantini, bienvenue sur ce plateau. Et merci de nous accueillir chez vous, parce qu'on est un peu chez vous. C'est un chapiteau qui s'appelle El Grito, c'est le chapiteau de votre compagnie. Oui, exactement. Ça fait 3 ans que la compagnie, qu'elle est née ici à Bruxelles. Elle était une toute petite compagnie de cirque contemporain, accueillie à l'espace Catastrophe. Et alors maintenant, ça fait 7 ans qu'elle est née ici à Bruxelles. Et après, ça fait 3 ans qu'on a décidé de voyager avec notre maison à nous. Ouais. Pourquoi justement un chapiteau ? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, le chapiteau, c'est plutôt la tradition, c'est plutôt le cirque à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Au début, on a commencé dans les théâtres. On a fait des spectacles pour la salle. Et après, on est passé au chapiteau, surtout pour une question d'autonomie, quelque part, de rester dans une vie communautaire. Donc, on a fait un choix, pas seulement artistique, c'est un choix aussi de vie, parce que voilà, c'est une vie nomade, c'est une vie communautaire, c'est une vie sur la rue tout le temps. Et donc, voilà, c'est un cirque, nous on dit fait à l'ancien, parce que si c'est vrai que c'est du cirque contemporain, à niveau artistique, pour nous, c'est très important de garder un côté populaire. Ouais, et traditionnel. Traditionnel, cirque traditionnel que c'est le cirque itinérant, le cirque qui va de ville en ville. Voilà. Cela dit, alors c'est un investissement quand même. Un chapiteau, ça ne coûte pas rien. Ouais. C'est une prise de risque pour une compagnie d'un moment donné investir dans l'achat d'un théâtre, on va dire, parce que c'est quand même votre théâtre, c'est votre lieu de travail. Ouais, c'était ça. En plus, on a fait tout ça en autonomie, donc on n'a pas demandé de financement public, même pas ici, même pas en Italie. Donc voilà, c'était vraiment un prix des risques, mais voilà, c'était un choix. L'effet d'être à l'ancienne, c'est aussi parce qu'il y a un côté artisanal. Quelque part, voilà, Fabiana, il est là maintenant, quand vous rentrez dans cette boule, alors que vous êtes des spectateurs, normalement, vous vous mettez assis de l'autre côté pour regarder nous. Voilà. Alors là, vous ne savez pas, mais peut-être Fabiana, jusqu'à 5 minutes avant, elle était en train de peindre un panneau, de construire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons construit tout ça. C'est Fabiana qui a cousu tous les rideaux. C'est moi qui j'ai construit le plateau. Voilà. Fabiana et vous êtes rencontrés en résidence à l'espace Catastrophe. On parlait avec Catherine Magis de l'importance finalement de Bruxelles et de la Belgique comme une espèce de plaque tournante des arts circassiens. Est-ce que c'est une réalité, ça ? Est-ce que vous le ressentez, vous qui voyagez beaucoup ? Est-ce que la Belgique aujourd'hui a une place un peu centrale dans le monde du cirque ? Pour notre avis, c'était vraiment très important. Sans ça,
il n'aurait jamais eu cette cirque-là. Donc, on dirait merci toute la vie à la Belgique. Et surtout, c'est dommage qu'en Italie, il n'y a aucune... et voilà. Mais qu'est-ce que ça ajoute? Est-ce que ça vous permet d'entrer en contact avec un public qui viendrait peut-être pas au théâtre? Est-ce que le chapiteau a ce côté peut-être plus chaleureux, plus accueillant? Le chapiteau, il y a un côté, je trouve, authentiquement populaire. Ça veut dire qu'il y a encore... Déjà, le cirque contemporain, il y a une force de transversalité, d'amener les gens au théâtre, parce qu'il y a le mot cirque. Seulement ça fait nous voyager, non? En plus, le cirque, je trouve que c'est un boule. Quelque part, on rentre dans un terrain étranger, c'est comme se faire un voyage, mais proche chez toi. La gens qui habitent juste ici, à côté, il fait 10 mètres et il rentre dans un autre pays, parce qu'ici, on parle une autre langue, ici, on a des autres habitudes. Donc, je crois que c'est exactement ça, les valeurs. Et les théâtres, il ne peut pas bouger. Le cirque, oui. Ouais, alors le spectacle que vous présentez ici, qui est une création pour le festival Up, s'appelle Drums and Circus. Un petit mot sur ce spectacle et puis on va en voir quelques images. Oui, en fait c'est Johann Sebastian Bach qui rencontre un gaucho de la Pampa Argentina. Donc oui. C'est bien doux ça, cette idée-là. Oui, c'était moi j'étais en train de travailler sur une technique de les boleadoras, que c'est une technique de danse traditionnelle sud-américaine. Mais moi j'adore Bach. J'ai fait deux moodles. Voilà. Donc c'est le grand retour sur scène de Jean-Sébastien Bach. Voici quelques images de ce spectacle qu'on pourra voir ici dans le cadre du festival Up le 25 mars. Mentre Johann Sebastian Bach finisce di scrivere il suo clavicembalo ben temperato, un vitello nella pampa uruguagia fissa nelle palle degli occhi un cavaliere. Quel cavaliere faceva roteare in aria delle sfere di pietra attaccate a dei lacci di cuoio. Quel cavaliere, per noi uomini, da gaucho, per il vitello, quel cavaliere era solo morte. Voilà, Drums and Circus, le cirque, dans ce cas-là, c'est plus un numéro de cirque, c'est un vrai spectacle, c'est une vraie histoire. C'est ça aussi qui fait le cirque d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus juste montrer de la souplesse ou du talent dans les différentes formes circassiennes, c'est aussi raconter des histoires. Oui, en fait, après, alors, ça n'existe pas qu'un type de cirque contemporain. Il y a beaucoup de types de cirque. C'est un conteneur très grand, ça. Mais on peut dire que, de façon générale, dans le cirque contemporain, on cherche de transformer la technique circassienne en langage. Après, par exemple, pour nous, comme compagnie El Grito, nous, on cherche de garder le côté évocatif, on cherche de suggérer une histoire et pas la dire. Parce que l'envie de se détoucher la fantaisie, de se toucher l'imagination. Les gens font leurs images. Voilà, et les gens, on donne des points d'accrochage importants pour faire perdre. Ouais, mais c'est comme dans la danse finalement. Le cirque est un langage international. C'est pour ça, finalement, vous pouvez voyager peut-être plus facilement que... Il y a un côté d'universalité. Ouais. Oui, évidemment. Alors, si vous voulez assister au spectacle, vous allez bien sûr sur notre site internet. Et puis, vous aurez aussi toutes les informations sur les autres spectacles de ce festival Up. Ici, en tout cas, on est au Parc Victoria, à Kuckelberg. Et nous y sommes jusqu'à vendredi. Bruno Coppens va nous parler de bois, d'ébénisterie, de l'école Saint-Luc et de la Maison de la Culture de Tournai. Mais tout c'est ça une spéciale tournée aujourd'hui. C'est une spéciale tournée, puisqu'on fête le 125e anniversaire de l'enseignement de l'ébénisterie à Tournai. Alors, donc ce qui se passe, c'est que c'est une école très connue près de Tournai, à Ramnichin. Quand on voit le nombre d'étudiants français qui viennent dans cette école-là, c'est qu'il y a une place à la créativité qui est très importante. Et donc, les élèves, quand ils viennent là, il y a une section ébénisterie. Pendant quelques années, ils étudient vraiment les techniques traditionnelles, quitte à copier même les meubles, les commodes Louis XVI, par exemple, pour vraiment s'imprégner des techniques. Et je vous écoute, mais en même temps, je regarde vois bien, ce spectacle. Il y a une jolie fille qui monte. Alors, il y a une section qui s'est ouverte il y a 25 ans, qui s'appelle la section création. Et là, on demande aux élèves d'imaginer les meubles de bureau, les meubles de rangement, mais
sans penser aux contraintes. D'abord, imaginer, rêver. Et puis après, les professeurs voient un petit peu les premières ébauches, les premières maquettes, et puis disent, bah, écoute, fonce là-dedans, vas-y. Et donc, l'exposition réunit des meubles qui ont été faits il y a 25 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et très récemment. Et franchement, il y a de l'imagination, mais à revendre. Notamment, il y a, par exemple, un meuble crabe. C'est 2 plateaux arrondis avec un mécanisme au milieu et des pieds très fins qui rappellent un peu les pattes de crabe. Et quand vous appuyez sur le mécanisme, les 2 plateaux peuvent se déplacer. Ce qui fait qu'au début, les 2 plateaux, c'est un peu comme toi, Eric et moi, on est l'un à côté de l'autre. Ouais. Et puis, tout à coup, on peut se retrouver l'un en face de l'autre. Ah. Donc, c'est vachement pratique. Enfin, je suis pas Et vous, si j'ai mais pas envie. Soraya, à vous, je peux parler. Donc, voilà. Donc, vous Non, voyez, mais c'est vrai, ce genre de meuble, c'est ce magnifique. qu'on ne voit pas dans les images, c'est que chaque meuble, finalement, peut se monter, peut se transformer. Tout à fait. Ouais. Il y a notamment une table un peu tordue au niveau du pied et il y a 2 petits compartiments au milieu. Et quand vous ouvrez les compartiments, il y a la salière qui se lève et la poivrière qui monte. Et puis hop, C'est vous ramassez génial, ça. Ah oui, c'est super drôle. Il y a aussi une sorte de chaise longue qui fait le mix entre le rocking chair et la chaise longue, donc comme un divan chez le psy, et en même temps comme un rocking chair. Il y a des boîtes à bijoux, il y a un guéridon, alors magnifique. Ah non, mais magnifique. C'est un plateau ovale en plexiglas, dans la bouche d'un morceau en bois. On se dit, mais c'est quoi? Et puis en fait, de profil, on voit que c'est le corps d'une danseuse africaine qui forme en bois. Donc c'est comme une femme à plateau qui aurait vraiment ce plateau qui forme l'ensemble guéridon. Non, c'est vraiment très inventif. Alors il y a un choix des bois, des couleurs, des matières. formes. Franchement, c'est pensé de A à Z. C'est très très beau à voir. Et puis il y a plusieurs de ces meubles qui ont été primés soit dans des salons bois et habitat à Namur, soit qui ont reçu des récompenses, et dont un aussi qui a été fabriqué en série après le côté artisanal. Donc vraiment, c'est un nid de... Ouais, c'est à voir en tout cas jusqu'au 20 avril. C'est à la Maison de la Culture de Tournai. Merci beaucoup, Giacomo, de votre présence sur ce plateau, mais aussi de nous accueillir jusqu'à vendredi. Voici ma plus belle rencontre. Et Jean-Louis Leclerc a rencontré celui qui fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui. C'est Rémi Gaillard. Et il y a un film qui sort ces jours-ci. Voici la séquence. Rémi Gaillard. Ma séquence s'appelle Ma plus belle rencontre. Évidemment, elle n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais enfin, Rémi Gaillard. Et en plus, c'est ton vrai nom? Eh oui, c'est mon vrai nom, ouais. Bah, c'était prédestiné. Dis, plus d'1 milliard de vues. Alors, on te compare avec Lady Gaga, Justin Bieber, Madonna. C'est quand même un peu moche de faire tous ces efforts pour être comparé à ces gens-là. Bah oui, c'est sûr qu'on n'a pas le même budget, tu vois. Et, Oui. moi, je me bats avec les moyens du bord, avec un caméscope bon marché. J'arpente les rues pour trouver des situations insolites qui coûtent très peu. C'est sûr que je suis à des années-lumière de Lady Gaga, de Justin Bieber et les gens que tu viens de citer, mais ça m'amuse beaucoup justement d'arriver à ce niveau. Parce que tu es quand même plus drôle qu'eux tous rassemblés. Hein. Ah, je sais pas si je suis plus drôle, mais en tout cas, moi, ça m'amuse Ça m'amuse. Il a fait d'énormes progrès, Rémi. Il y a mon père qui a appelé, il m'a dit qu'il est très content, il est super fier de toi, il paraît que tu t'en sors très très bien. Allez, à ta rémission, Rémi. Rémi. Ton slogan, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, d'accord? Mais moi, si tu me permets, je trouve que c'est surtout en faisant n'importe qui que le monde devient n'importe quoi. Non, moi je te dirais plutôt que c'est en faisant quelque chose qu'on devient quelqu'un. Et ça, c'est un peu l'histoire de mon film d'ailleurs, mais je fais tout pour essayer n'importe qui parce que j'aime bien rester près des gens. Et j'ai l'impression, tu vois, j'ai fait plusieurs interviews en Belgique pour l'instant, j'en ai fait quelques-uns depuis tout à l'heure, et j'ai l'impression d'avoir un cerveau belge. Tous les gens que j'ai croisés ici me plaisent, mais vraiment. Et je le prends bien. Non, mais c'est une réalité, tu vois, je te rends compte, ça fait 2 minutes qu'on se côtoie, oui. On se tutoie, c'est plutôt cool. T'es pas dans le piège, t'es dans l'amusement, et ça c'est la différence avec la télé française. Par exemple, tu vois, moi je suis pas un acteur, et mon film, je sais qu'en Belgique, vous n'allez pas me juger sur mon jeu, parce que, pour être honnête, voilà, mais ça, je sais qu'ici vous en foutez. Vous venez pour vous marrer.
Voilà, le film N'importe qui est signé Raphaël Friedman et met évidemment en scène ce Rémi Gaillard qui lui continue évidemment d'être visible sur le net, bien entendu. Le film s'appelle donc N'importe qui, il est à voir et on retrouvera bien sûr Rémi Gaillard en compagnie de Jean-Louis Leclerc demain dans une nouvelle séquence. On va parler de bande dessinée avec Baru. Baru est auteur de bande dessinée, il est français, on lui doit Kékette Blues. Vous vous souvenez de Kékette Blues? Et fait péter les basses, Bruno. Et fait péter les basses, Bruno. Les années Spoutnik, Pauvre Zéro. Et puis il y a quelques mois, il a sorti ce que vous tenez, Bruno, entre les mains, c'est-à-dire Canicule. C'est aux éditions Casterman. C'est bien sûr l'adaptation du roman de Jean Vautrin. Et une exposition se tient autour de cette bande dessinée, pour l'instant, au Centre belge de la bande dessinée. Voici Barbara Abel qui nous rejoint en compagnie de Baru. Bienvenue. Bonjour. Installez-vous confortablement dans votre divan, dans notre divan, si vous voulez bien. Bonsoir. Voilà donc cette bande dessinée qui est sortie il y a quelques mois. Une exposition se tient donc au Centre belge de la bande dessinée. Est-ce que c'est à la fois l'adaptation d'un grand roman de Vautrin et en même temps, j'ai l'impression aussi, un hommage au genre noir, cette bande dessinée? Je ne sais pas si c'est un hommage au genre noir. Moi, c'est un genre que je pratique régulièrement depuis que je fais des bandes dessinées. Donc, à la limite, là, je parle avec ma voix, quoi. Donc, il ne s'agit pas d'hommage. Il s'agit simplement que je sais faire que ça. Alors, il faut rappeler un peu l'histoire. Il faut rappeler l'histoire. C'est quand même la rencontre improbable entre deux mondes, le monde des gangsters et le monde agricole. Rural. Voilà. C'est en effet un gangster qui a planqué, après un hold-up qui a mal tourné, qui a planqué son magot en plein milieu d'un champ. On est en pleine canicule, on est en France. Et puis, il va se réfugier dans une ferme où vit une famille de tarés. C'est vraiment le cas de le dire. On le sait pas tout de suite qu'ils sont tarés. Non. En fait, ils se révèlent tarés à cause de l'argent qui est là, quoi. Oui, on a l'impression d'ailleurs que le rapport traditionnellement s'inverse. C'est-à-dire Oui, que parce que le c'est méchant finalement devient la victime. Exactement, c'est le méchant qui devient la Moi, victime. c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le roman de Vautrin, c'est justement cette modification-là. C'est qu'il nous invite, il nous fait tout doucement changer de perspective. Et là où on a affaire à un salaud qui vient de tuer, qui vient de massacrer ses acolytes, là. Ouais. Et d'un seul coup, au fur et à mesure que les événements se déroulent, il en devient presque sympathique. Et on trouve ce pauvre garçon. On a peur pour lui. On a peur pour lui. Mon Dieu, mais où est-ce qu'il est allé, quoi? Et- En fait, pardon. Oui, les codes sont inversés aussi parce que c'est un roman noir, mais sous un soleil de plomb, Ouais. c'est-à-dire écrasé de lumière et de chaleur. Est-ce que graphiquement, c'était intéressant pour vous aussi, Ah ce bah, côté... Moi, c'est certainement aussi pour cette raison-là que j'ai choisi d'adapter Canicule, parce que j'avais le choix. J'aurais pu adapter d'autres romans de Jean Vautrin, mais j'ai choisi Canicule tout simplement parce que je suis un dessinateur urbain, moi. J'ai toujours dessiné les endroits où il y avait beaucoup de gens qui vivaient, quoi. Et là, pour une fois, j'avais l'occasion de dessiner la Cambrousse, donc j'y suis allé, quoi. C'est ce qui m'a intéressé. Mais après, d'un point de vue strictement, j'allais dire, de l'écriture et puis de l'esthétique, c'est que pour moi, la gageure, c'était d'arriver à faire un roman noir avec des couleurs chaudes. Ouais. En 84, Yves Boisset a fait un film noir avec des couleurs chaudes. C'était son adaptation à lui de Canicule. On va en voir un extrait. C'était un extrait avec, entre autres, Lee Marvin, excellent comédien, grand comédien américain qui, voilà, à la fin de sa carrière, a fait ce film en compagnie de gens comme Jean Carmet ou Victor Carmet. Lanoux. Ouais. Voici quelques images. Hé Capone, viens voir. C'est pas le moment d'avoir une vie intérieure, tu entends? Les flics sont là. Il y en a des qui arrivent de partout. Ça va pas du tout comme ça. Il faut que je t'arrange en héros. Comme ça, t'as vraiment l'air d'un mec ordinaire. Ça va pas du tout pour la télé. C'est mieux, hein? C'est pas suffisant. Tu peux pas crever sans 6 biches au coin du porte-pipe. Méprisant. Vas-y, faut que t'aies l'air méprisant. Ils sont tous des lapes. Tu les toises. Les héros sont tous des toiseurs. T'as encore des allumettes? Tu veux quand même pas qu'on foute le feu? Note que pour la télé, ce serait peut-être la grande idée. Faut le mettre. Sous le ruban.
Ouais. Terrible. Terrible. Les allumettes légendaires de Jimmy Cobb. Ça, tout le monde s'en rappellera. Voilà, c'est ce petit gamin, évidemment, qu'on retrouve sur la couverture de l'album. Et dans cet extrait-là, qui est un extrait de la fin du film, après la mort de Jimmy Cobb, il va sortir avec son arme et dire « Voilà, c'est moi qui ai tué Jimmy Cobb ». On sent qu'il y a cette volonté d'exister en tant que héros. Alors, il y a la fabrication du héros avec le chapeau, la sale gueule, et puis le gamin qui va finalement devenir le héros, qui va se fabriquer cette image de héros en ayant tué, soi-disant, Jimmy Cobb. Est-ce que c'est un bouquin là-dessus aussi, sur ces codes-là aussi? Disons que c'est ce qui était intéressant. En fait, c'est un des personnages les plus intéressants, le gamin, du roman. Ah ouais. Parce que c'est son évolution qui est intéressante. Parce qu'il passe du statut de victime, quasiment, au début, à une parfaite petite crevure à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'il est encore pire, quasiment, que ceux qu'il a laissé mourir, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant. De la même manière que l'autre victime, c'était donc la femme du plus violent des deux frangins, qui passe de statut de victime et à quelque chose de pire, parce qu'elle en finit par tuer son mari. Mais je peux ajouter quelque chose à propos du film, c'est que je suis content de voir ce film. J'ai jamais vu ce film-là. Ah oui. Ouais. Et en fait, parce que je suis pas un fan de Il Brosset. valait mieux peut-être pas. Mais en plus, pour dessiner. et quand j'ai su, parce que quand j'ai décidé, j'ai dit à Jean, à Vautrin, que j'avais choisi de faire Canicule, mais il m'a dit, mais tu sais qu'il y a un film. Ah, je dis, ah bon? Et j'étais ouais, puis il me dit c'est Lee Marvin qui tient le rôle de Cobb. Ah non, moi c'était une catastrophe pour moi, parce que c'est un type que je vénère en tant qu'acteur, et il m'a pourri la vie quand j'ai cherché à le dessiner, à le créer. Ouais, donc j'étais toujours attiré par Marvin et tout. Et votre il a pensé quoi des traits des personnages? Ça s'est très très bien passé entre lui et moi, parce que moi je lui envoyais régulièrement mes dessins pour lui donner des nouvelles de ce que j'étais en train de faire, et puis apparemment il a été, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais il était plutôt content de ce que j'en avais fait, quoi, de son Canicule, quoi. Voilà, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau sous chapiteau. Baru, on le rappelle donc, remontrer encore un petit peu, Bruno. Voilà, Canicule, c'est chez Casterman. Et puis, il y a l'exposition aussi, visible au Centre belge de la bande dessinée. Très bien organisée. Pendant plusieurs semaines, donc vous avez l'occasion de l'exposition n'est pas strictement censée sur, j'allais dire, les planches de Canicule, c'est aussi toute la cuisine qui a précédé tout le travail préparatoire. Voilà, nous allons à présent parler de théâtre avec le dernier texte en date d'une jeune dramaturge de talent. Alors, elle s'appelle Céline Delbecq, elle est auteure. Elle est metteur en scène, on lui doit plusieurs textes, plusieurs spectacles déjà, Être ou encore Seul avec l'hiver. Et aujourd'hui, eh bien, elle vient nous présenter Éclipse totale. Alors, Éclipse totale, c'est une pièce qui a été créée il y a quelques semaines au Manège de Mons, qui est repris aujourd'hui au Théâtre Les Tanneurs de Bruxelles, interprétée entre autres par notre autre invitée de ce soir, c'est la comédienne Charlotte Villalonga, qui est une habituée des textes et de l'univers de Céline. Bonsoir à toutes les deux, bienvenue sur ce plateau. Le texte, la pièce se joue encore jusqu'au 29 mars au Théâtre Les Tanneurs. En deux mots, c'est une réflexion sur le suicide. Une jeune femme va se suicider, son corps va être découvert par le petit frère, et puis vont évoluer autour la grand-mère, la maman, jouée par Valérie Beauchot, et puis celui qui va arriver le premier sur le lieu du drame. Le problème, c'est que voilà, il y a une tempête dehors, c'est pas facile d'arriver à la maison, et donc voilà, c'est le seul qui va venir pour constater le décès. Et en attendant que les pompes funèbres arrivent, eh bien la pièce va se dérouler, et avec toutes les questions évidemment qu'on se pose autour d'un tel acte. Voici quelques images de ce spectacle. Voilà, Éclipse totale à voir jusqu'au 29 mars. Au départ, il y a presque une enquête que vous avez faite, des rencontres, beaucoup de rencontres de gens qui ont été touchés de près ou de loin par le suicide.
Oui, c'est ça. J'ai rencontré une 60aine de personnes qui avaient été touchées par le suicide. Donc, il y avait des personnes, des proches d'une personne qui avait mis fin à ses jours. Il y avait des personnes qui avaient elles-mêmes tenté de se suicider et des personnes du personnel médical. Donc, pour qui le suicide est le quotidien. Ouais. Qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? Parce que, je veux dire, quand on était voir le spectacle, j'en ai discuté aussi avec les comédiens après, enfin, certains d'entre eux, on connaît tous dans nos familles ou dans nos relations des gens qui se sont suicidés. Pourtant, il y a une espèce de chape de plomb, de silence. C'est un tabou. C'est un tabou aujourd'hui, encore. Mais c'est pour ça qu'on a eu envie de créer un spectacle avec la compagnie. On travaille tout le temps sur les tabous de société. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 6 à 7 personnes par jour en Belgique qui mettaient fin à leur jour. C'est énorme. C'est énorme, oui. Donc il y a 2000 suicides par an et 20 000 tentatives de suicide par an. Et donc on s'est dit qu'il s'agissait d'une histoire publique et qu'il fallait essayer en tout cas d'en parler. Et de le porter au théâtre. Qu'est-ce qui fait que c'est encore un tabou aujourd'hui? Je crois que ça fait partie de la culpabilité, de la honte et tout. Et comme on s'interroge soi-même, on essaie de l'éloigner de nous. Et c'est la raison aussi pour laquelle on cherche un coupable, pour éloigner. Et puis il y a ceux qui restent. Comment est-ce qu'on fait son deuil de quelqu'un qui s'est suicidé? Voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'ils en parlent, eux? C'est le deuil le plus difficile, parce qu'il y a justement cette culpabilité, cette recherche du coupable. Comment on fait son deuil? Après, c'est comme la plupart des deuils, en plusieurs étapes. En tout cas, ce qui est intéressant dans le spectacle ici, c'est qu'au-delà de comment faire le deuil d'une personne qui décède par suicide, c'est comment faire un deuil de manière générale. Et je pense que dans la pièce, il y a, à mon sens, toutes les étapes du deuil, en fait. Mais toutes les questions aussi qu'on se pose. Alors il y a une scène qui est incroyable. On va pas raconter évidemment tout ce qui se passe dans la pièce, mais à un moment donné, votre personnage qui est donc cette jeune femme qui s'est donné la mort, qui s'est pendue, et il faut du courage pour nouer la corde, comme il est dit dans le spectacle. Eh bien, elle va revenir à la vie le temps d'une confrontation avec le reste de sa famille, avec le petit frère, la grand-mère et la mère. Et c'est une confrontation terrible parce que toutes les questions se posent finalement dans cette confrontation-là. C'est quoi? C'est la culpabilité, c'est la honte. La honte aussi. Quelles sont les grandes questions qui se sont posées finalement à l'écriture que vous aviez envie de développer sur cette thématique? Mais donc, ce sont toutes les questions toute cette confrontation, elle vient vraiment des témoignages des personnes qui étaient proches et qui passaient, justement, qui disaient que pour traverser pour aboutir au deuil, il y a un livre de psycho dans lequel ils disent faire le deuil de quelqu'un, c'est pas oublier cette personne, c'est être en paix avec la relation intérieure avec cette personne. Oui, les grandes questions qui ont été traversées, c'est comment faire pour que la personne qui s'est suicidée. Dans le texte, elle s'est suicidée parce qu'elle était malheureuse. Et en fait, on se rend compte que la plupart des suicides sont parce que j'étais malheureuse. Alors oui, il y a parfois des gouttes d'eau qui font déborder le vase. Et on va se servir de ça. C'est une rupture amoureuse et un suicide qui suit. Alors on va dire, mais c'est à cause de son mec, tout ça. Mais on se rend compte que le même mec, s'il quittait une autre femme, cette femme-là n'allait pas se suicider. Donc ou inversement, la femme qui quitte l'homme. Et donc, dans ce texte, c'était aussi dire la raison qui peut ne pas paraître suffisante parce qu'elle n'est pas assez concrète, pas assez matérielle, ça peut être juste simplement ça. Et je pense qu'en acceptant que la personne se suicide parce qu'elle est plus fragile, parce qu'elle est née avec cette espèce de dépression, c'est pouvoir être en paix avec cette relation aussi. Dire l'indicible et comprendre l'incompréhensible finalement, c'est ce que vous essayez de faire et avec beaucoup de talent dans ce texte Éclipse totale. C'est à voir jusqu'au 29 mars au Théâtre Les Tanneurs avec Valérie Bouchot, avec Thierry Hélin, Anne-Marie Laube, Consolette Siperius et puis vous, Charlotte Villalonga. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau et sous ce chapiteau. Merci Barbara. On va se quitter pour se retrouver demain, toujours ici, sous le chapiteau du Festival Up avec les Russes Paroquettes, avec Louis Sartori-Doval, avec Marc Pinilla de Suarez. Il y a le nouvel album qui sort ces jours-ci. Et avec Dominique Marchal. Bonne soirée et à demain. Merci. Un jour, je ne serai pas. Différent.